Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Je reçois aujourd'hui Marie-Rose Moreau pour parler de son joli livre illustré « Quand ça va pas, leur famille expliquée aux enfants et aux parents ». Un livre qui nous offre une véritable mise à jour importante et salutaire de notre conception de la famille. Vous êtes actuellement chef de service de la Maison des adolescents de Cochin, Maison de Solène, à Paris. Vous avez été chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Avicenne à Bobigny de 2001 à 2013. Vous avez créé en 2004 une maison pour les adolescents, Casita, et vous êtes actuellement consultante en psychiatrie transculturelle à Avicenne. Vous dirigez une équipe de recherche transculturelle à l'unité INSERM 669 et dans le laboratoire de psychologie de Paris-Descartes. Vous dirigez des masters de recherche en psychopathologie et des thèses de sciences humaines à Paris-Descartes. Vous co-dirigez un master de recherche à Paris 13 avec un parcours transculturel. Vous êtes aussi psychiatre au sein de l'ONG Médecins sans frontières depuis 1988 et dirigez actuellement des recherches de psychiatrie en situation humanitaire. J'en saute un petit peu parce que c'est vraiment très long. Vous avez aussi écrit de nombreux livres. Vous êtes aussi fondatrice et directrice scientifique de la revue L'Autre, Clinique, Culture et Société, et vous êtes présidente et fondatrice de l'Association internationale d'ethnopsychanalyse. Bonjour Marie-Rose Moreau, bienvenue sur So Sweet Planet. Bonjour, merci de votre invitation. Dans l'introduction, j'ai énuméré une longue liste d'une partie seulement de vos activités. Pour avoir une idée plus concrète de ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous décrire votre travail rapidement au quotidien, sur le terrain ? Alors mon travail au quotidien, il est frénétique mais passionnant. Frénétique parce que je bouge beaucoup, j'ai plein de choses à faire en même temps. Mais d'abord, le cœur du travail, c'est d'accueillir, de soigner des bébés, des enfants, des adolescents et leurs familles. D'où mon intérêt donc, pour toutes ces questions de famille et les questions que les enfants posent là-dessus. Donc, je les évalue, je fais des projets de soins. Donc, je suis pédopsychiatre et donc, je m'occupe de leur santé psychique, de leur bien-être et de les rendre plus forts et plus heureux pour pouvoir continuer leur chemin d'enfant. Donc, ça, c'est mon travail au quotidien. Nous sommes là à la Maison de Solène ce matin. J'ai donc vu 2 familles et leurs enfants. Là, je parle avec vous et puis après, je vais aller faire cours. Et donc, après le soin aux enfants, il y a le travail, bien sûr, d'organiser, puisque je suis chef de service, donc j'organise le travail de tout le monde à la Maison de Solène. On est à peu près 150 professionnels qui travaillons ici, donc il faut que tout le monde soit content et bien dans sa place. Donc, il y a tout un travail d'organisation et de ressources humaines. Et puis, on parle plein de langues, puisque j'accueille beaucoup de familles migrantes. Donc, il faut aussi organiser la possibilité de parler dans toutes les langues du monde. Et puis ensuite, je suis professeure à l'Université de Paris. Donc, je fais des cours pour les étudiants à tous les niveaux du cursus de médecine. Et puis aussi pour les chercheurs, puisque ma 3e fonction, c'est d'être chercheur. Donc, je dirige une équipe qui s'appelle donc Adolescents Transition Transculturelle. C'est une équipe de recherche dans le cadre de l'INSERM et de l'Université de Paris. Et puis, par ailleurs, je dirige une revue qui s'appelle la revue L'Autre, Clinique, Culture et Société, qui est une revue transculturelle qui prend énormément de temps, mais qui est très importante dans le champ de la clinique transculturelle. Et qui est destinée à qui ? Alors, elle est destinée à tout le monde, c'est-à-dire c'est une revue qui peut être lue par tout le monde. Elle est pluridisciplinaire, donc il y a bien sûr des cliniciens qui écrivent dedans, mais aussi des philosophes, des spécialistes de littérature. En fait, c'est toutes les compétences au service de la compréhension de la diversité culturelle dans la société, dans le monde, mais dans le monde francophone, puisque c'est une revue française. Mais bien sûr, on a aussi des travaux anglo-saxons qu'on publie parfois en anglais. La plupart du temps, on les traduit pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Mais c'est aussi une revue pour les curieux. Et cette revue, l'illustration est faite par des artistes. Donc,
en particulier les sœurs Balbusso, qui sont des artistes italiennes qui nous font disons, qui incarnent la notion de diversité, de créativité dans la revue L'Autre. Puis je suis présidente d'une association internationale, donc de l'AIEP, qui regroupe tous ceux qui, dans le monde, s'intéressent aux questions de migration et de soins. Alors un mot revient souvent dans votre biographie, c'est justement ce mot que vous avez déjà prononcé plusieurs fois, transculturel. Qu'est-ce que ça signifie dans votre travail ? Alors oui, transculturel, c'est un mot en fait relativement simple, mais qui veut dire que comme on a tous une culture, comme on a tous une ou plusieurs langues, pour se rencontrer dans de bonnes conditions, pour se rencontrer en respectant aussi ce que chacun est et ce que chacun fait, il faut parfois faire des adaptations. Par exemple, il faut mettre un interprète pour que chacun puisse être au même niveau et puisse bien s'exprimer dans sa langue maternelle, si c'est sa langue maternelle qui lui permet de mieux exprimer ce qu'il a à dire. Donc, d'autres fois, c'est des négociations sur la manière de penser le monde. Donc, transculturel, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que on se dit, voilà, on est tous pareils, ça c'est les êtres humains et leur universalité psychique, donc on est tous pareils, donc on doit pouvoir se rencontrer, on doit pouvoir faire des choses ensemble en respectant l'identité de chacun. Le transculturel, c'est à peu près le contraire de pour que je te rencontre ou pour que je te soigne, il faut que tu me ressembles. Non, le transculturel, c'est moi je te prends et je t'aime tel que tu es. Mais je veux faire aussi, par exemple, je veux te soigner ou je veux permettre que tes enfants réussissent à l'école, ou etc. Et donc, comment on fait ensemble, toi et moi, comment faisons-nous pour que ça puisse se faire ? Donc, c'est une sorte de respect, en fait, et de reconnaissance du savoir de chacun. Et alors, pour nous, les pédopsychiatres, particulièrement des parents, puisque comme on s'occupe d'enfants, et donc, c'est une manière d'associer les parents tels qu'ils sont, au travail avec nous. Donc transculturel, c'est, comme le mot l'indique d'ailleurs, c'est l'idée de faire des liens et de trans, c'est-à-dire au-dessus, mais c'est pas au-dessus de chacun, c'est que chacun puisse être pris dans une interaction qui les porte. Alors je vais prendre un petit peu les chemins de traverse déjà, mais parce que ça m'a semblé important, en tout cas en préparant cette interview, même si ça peut sembler anecdotique. J'ai été assez amusée dans votre fiche Wikipédia de voir mentionner donc au milieu de vos études, fonctions, publications très importantes, que vous étiez une lectrice du formidable magazine La Hulotte. À votre avis, pourquoi c'est mentionné ? Est-ce que ça a une importance dans votre parcours, que ça figure là au milieu de tout le reste ? Alors, ce formidable magazine qui éveille en fait au respect de la nature avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour et de tendresse. Alors, je ne sais pas qui, vous savez, chez Wikipédia, c'est participatif. Oui. Donc, quelqu'un a inscrit que j'étais lectrice très fidèle et depuis toujours, je pense, de La Hulotte. Et c'est vrai. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est vrai. Donc, et je suis passionnée par la vision du monde en fait qui va avec. Alors, j'ai découvert La Hulotte puisque j'ai grandi. Je suis née en Espagne. J'ai grandi dans un petit village des Ardennes qui s'appelle Pourrieux-au-Bois, donc vraiment à la limite avec la Belgique. Et dans ce petit village où il y avait une sorte de rapport direct à la nature, d'intérêt aussi pour... c'est un village de 250 habitants, il y a beaucoup plus d'arbres que de personnes, et beaucoup plus de verts et de prairies, etc. Et dans ce petit village, donc où je suis allée à l'école, c'était des classes uniques, où j'ai beaucoup appris, je pense que je dois tout à cette rencontre avec la langue française et avec l'école française. Et il y avait donc un monsieur qui s'appelle Pierre Déhomme, qui lui aussi était né à Pourrieux-au-Bois, qui était instituteur et naturaliste et qui donc a quitté le village avant que moi j'arrive. Mais sa grand-mère vivait là. Et sa grand-mère était aussi une personne assez étonnante, très, très déterminée. Et donc, c'est lui, Pierre Déhomme, je crois, qui tout seul,
au début en tous les cas, a inventé ce journal, donc écologiste avant l'heure, puisqu'il s'agissait de faire découvrir aux enfants, mais aussi aux adultes, un peu comme dans mon livre La famille, quand ça va pas. C'est-à-dire d'expliquer avec des mots les plus simples possibles, voilà, par exemple, ces oiseaux qui viennent à tel moment. Je me souviens de choses passionnantes sur les hirondelles quand j'étais enfant. J'adorais. Et on se réunissait pour voir partir les hirondelles et avec les enfants. Et en tout cas, Pierre Déhomme a inventé la Hulotte avec des très jolis dessins, oui. Une vision un peu tendre aussi, comme ça, de rapport entre les êtres humains, les animaux, mais particulièrement les oiseaux. Mais moi, c'est les oiseaux qui me passionnaient particulièrement. Mais il y a aussi le rapport aux arbres, à des tas d'autres choses, aux rongeurs. Et donc, il y avait donc moi, je vivais dans un village modeste et dans une famille modeste. Et la Hulotte était un des magazines qu'on pouvait avoir facilement. Et donc, on l'apprenait par cœur, on redessinait les oiseaux. Moi, j'aimais bien l'expliquer aux plus jeunes. Enfin bref, il y avait toute une série de choses qui se faisaient autour de ce magazine. Et quand j'ai quitté le village, donc après le bac, donc avant 18 ans, je suis partie faire mes études de médecine à Nancy. Et j'ai gardé la Hulotte comme une sorte de lien avec cet esprit de l'enfance. Et mes frères et sœurs, en particulier ma sœur Thérèse, qui est maintenant professeure de philosophie, était aussi une grande lectrice. Et donc, il y avait une sorte de tradition, même à l'intérieur de la famille, de se laisser comme ça, en tout cas, de se laisser guider, j'allais dire, par ce magazine. Donc, j'ai une vraie passion, oui. Oui. Alors, est-ce que l'on peut revenir un tout petit peu sur votre parcours et sur ce qui, dans votre parcours, vous a permis d'avoir des prises de conscience de choses qui vous permettent de voir aujourd'hui les choses telles que vous les voyez? Alors oui, vous avez raison. D'ailleurs, c'est un parcours qui s'est fait par étapes successives, bien sûr, comme tous les parcours. Mais en espagnol, il y a une chanson qui dit qu'il n'y a pas de chemin. Voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant, et c'est à peu près cette idée. C'est une idée très reprise dans les spiritualités, dans les philosophies. Toutes, voilà. Il n'y a pas de chemin tracé. Oui. Mais c'est effectivement, c'est vrai dans beaucoup de langues et dans beaucoup de mondes. Mais en tous les cas, peut-être, il y a eu des moments comme ça où j'ai pris conscience de quelque chose de particulier. Oui. Donc, moi, je dirais que le premier moment, c'est mon entrée au CP. Je suis rentrée à l'école au CP. Et quand je suis rentrée, j'ai appris le français au moment où je rentrais à l'école. C'est-à-dire, je l'ai appris à l'école. Je ne parlais pas le français, je parlais espagnol, parce que je vivais dans une communauté espagnole, en fait. Donc, sans doute que je le comprenais un peu, mais je ne le parlais pas. Donc, je l'ai appris à l'école, si bien que j'ai appris le français de la maîtresse, comme disaient mes petits camarades. Je parlais mieux le français qu'eux, parce que je l'avais appris avec la maîtresse, quoi. Et donc, c'était assez drôle. Mais ce qui m'a vraiment frappée à ce moment-là, c'était que, en apprenant le français et en me passionnant pour cette seconde langue, qui d'ailleurs, ça n'a pas été démenti depuis, j'ai compris, et sans doute grâce à mon institutrice de l'époque, que c'était une chance d'avoir deux langues et que ce n'était pas un problème. Et que j'avais quelque chose en plus, ce rapport au bilinguisme. Et ça, c'est très important. J'avais même l'idée, mais c'est elle qui me l'a soufflé, que lorsqu'on a plusieurs langues, on a, comme les poètes, une licence poétique. C'est-à-dire qu'on peut inventer des mots. On peut inventer, un peu comme on parlait de transculturel tout à l'heure, voilà, en translangagier, métalangage. Il y a un métalangage possible. Et en tous les cas, je l'ai perçu très vite que c'était une chance. Et que donc, là, j'avais une source de bonnes choses, si j'ose dire, un trésor.
Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est vers la fin du collège. Donc, mon père avait migré en disant que ses enfants seraient docteurs. Donc, nous sommes 5, donc on était tous destinés à être docteurs. Sauf que quand vous êtes dans un milieu aussi modeste, on se dit, oui, mon père, c'est un doux rêveur, mais comment on devient docteur? C'était pas évident. Mais justement, c'était pas évident. Et donc, moi, je me suis d'abord vue secrétaire parce que j'aimais bien écrire, hôtesse de l'air parce que j'imaginais voyager. Oui, comme beaucoup de petites filles. Jusqu'au jour où j'ai compris quand même, et grâce au regard des enseignants, qu'en gros, il y avait une légitimité, en tout cas par le travail, par l'envie, par une sorte de communauté aussi de destin, de pouvoir finalement faire ce que mon père imaginait, être docteur en médecine. Mais c'est bien sûr dans le regard des autres, parce que comment j'aurais pu toute seule imaginer une chose pareille. Donc j'ai pris conscience de ça, et je me rappelle que ça m'avait beaucoup libérée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, c'était vers oui, c'est ça, le brevet. Je me suis dit, bon, donc, au fond, j'appartiens aussi à un monde où on peut exercer ses compétences, quoi. Donc, du coup, j'ai là décidé de faire médecine, pourquoi mon père me destinait. Mais voilà que je tombe amoureuse de la philosophie en terminale. Mince, alors ça tombe mal, puisque dans le monde français, la philosophie et la médecine, c'est des mondes qui s'ignorent. Deux branches qui ne sont pas destinées à se croiser. Non, voilà, moi j'étais en filière scientifique, j'étais la première en maths, la première... Donc, et voilà que la philosophie me tombe dessus. Avec un professeur qui était absolument extraordinaire. Et là, j'ai dit, mais comment faire? Moi, je ne peux pas imaginer de ne pas remplir le mandat familial. Ça ne me semblait pas acceptable. Mais comment aussi faire de la philosophie? Parce qu'en plus, moi, j'avais l'idée à l'époque que la philosophie, c'était aussi une manière de s'approprier le monde français. Parce que moi, je l'avais fait sans guide, au fond, toute seule. Et là, l'idée comme ça, avec cette philosophie, en plus de la philosophie des Lumières, la philosophie à la française, où on considère qu'on a accès à l'universel, des choses comme ça, je me dis, c'est magnifique, ça, quelle certitude, mon Dieu. Et donc, que vais-je faire? Et ce que j'ai décidé, c'est finalement, ça sera ce que je vais faire tout au long de ma vie, ensuite, c'est de faire deux choses. C'est-à-dire, OK, je dois faire médecine, je ferai médecine, mais je veux faire philosophie, je ferai philosophie. Et donc, j'ai fait un double cursus, ce qui était rare, mais les philosophes étaient très contents de voir venir en philosophie des étudiants en médecine, en fait, comme moi. Et donc, en fait, j'ai été très bien accueillie et j'ai pu faire un double cursus. Et c'est pour réconcilier ce double cursus que je me suis dit, mais comment maintenant je vais réunir ces deux choses-là? Et c'est comme ça que je suis arrivée à faire de la pédopsychiatrie. Mais là encore, j'ai rencontré quelqu'un qui était un grand pédopsychiatre nancéen, le professeur Trinon, qui m'a dit, Marie-Rose, ici, le monde, il est trop petit pour toi. Ici, tu dois aller à Paris. À Paris, tu auras beaucoup plus de chances de pouvoir faire des choses qui t'intéressent et qui sont ouvertes sur le monde. Donc, va à Paris. Et il m'a donné une petite lettre pour un de ses amis. Je suis partie avec ma petite lettre. Et c'est comme ça que j'ai commencé un autre deuxième double cursus, puisqu'en fait, j'ai fait de la pédopsychiatrie comme ce pourquoi j'étais venue. Et puis, j'ai décidé de faire de l'anthropologie. Parce que là est arrivé un autre moment fondateur de ma vie, c'est que ce professeur Lebovici, chez qui on m'avait envoyé pour me former à la pédopsychiatrie, il était en banlieue, il était à Bobigny. Et moi, je ne connaissais pas la banlieue. Et quand je suis arrivée dans cet hôpital de banlieue, j'ai été confrontée aux familles migrantes du Maghreb et d'Afrique noire. Et
Et là, d'abord, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Moi, j'étais migrante, moi-même, d'Espagne. J'ai découvert un regard négatif sur cette banlieue que je ne connaissais pas non plus et qui m'a révoltée. Et sur les migrants, sur les parents aussi. Et j'ai... Mais ce regard, de la part de qui? De la part de tout le monde, de l'hôpital, de la société. C'est qu'au fond, je savais que ça existait, les banlieues, mais j'étais jamais allée. J'avais jamais vu comment on parlait d'eux, comment on les soignait. Et donc... j'ai dit, mais c'est pas possible, il faut inventer une manière de faire avec eux. Et j'ai commencé à vouloir inventer. Et c'est là où j'ai appris que ça existait, que ça s'appelait l'ethnopsychiatrie. Et que donc, à l'époque, ça s'appelait ethnopsychiatrie en France. Transculturelle, c'est dans le monde. Depuis, moi, j'ai proposé qu'on dise plutôt transculturel pour pouvoir que tout le monde comprenne. Donc, du coup, donc, il y avait déjà des gens qui le faisaient. Et j'étais, en fait, c'était à Bobigny où j'étais. Donc, je me suis formée sans problème. Mais j'ai dû faire de l'anthropologie aussi pour ensuite pouvoir me former à la psychiatrie transculturelle. Et puisque j'avais envie d'inventer quelque chose, j'ai quand même inventé, mais pour la deuxième génération. La première génération, c'était déjà fait. C'est comme ça que j'ai appris. Et ensuite, j'ai inventé, parce que les problématiques de la deuxième génération sont un peu différentes de la première, parce que eux, ils sont d'ici, ils n'ont pas fait le voyage, ils connaissent pas le pays, parfois ils connaissent mal la langue, ils connaissent pas ou peu la religion. Et donc, il fallait inventer des manières de faire pour eux, qui sont plus du côté du multiple, du pluriel, du métissage, que de l'appartenance à une culture qui ne serait pas la même que la culture française. Donc, du coup, je me suis attelée à cette tâche avec, bien sûr, plein d'autres gens qui m'ont rejoint, des chercheurs, des cliniciens, des médecins, des psychologues, des psychiatres, des pédiatres. Donc, et maintenant, on a une très grande équipe et ça existe dans toute l'Europe. Oui, c'est ce qui m'a plu. En fait, quand j'ai étudié un petit peu votre parcours, c'est cette capacité, cette dynamique que vous avez quand vous observez que quelque chose fonctionne mal ou ne fonctionne pas, ou n'a pas été prévu pour, ou qu'il y a des manques. Vous mettez en place des choses pour... Il y a un process pour optimiser, pour améliorer, ouais, en fait. Voilà. Est-ce que des traits de caractère ont influencé votre parcours jusqu'à ce livre, par exemple, aujourd'hui? Vous avez parlé tout à l'heure de la capacité d'indignation, révoltée par l'injustice. Alors, est-ce qu'il y a Alors, je ne sais pas si des traits de caractère, c'est difficile à dire pour soi-même, oui. Même si je suis un peu pugnace, hein. Oui. Pugnace, vraiment. Mais je dirais en tout cas plutôt des histoires de vie, quoi. C'est-à-dire que je suis enfant de migrant, donc j'ai vécu cette expérience. Je dois de grandir dans un monde qui n'est pas celui de ses parents. Oui. Je dois dire que pour moi, ça n'a jamais été une expérience difficile. Bon, bien sûr, j'ai quelques souvenirs. Ils sont cuisants parce c'est jamais agréable d'avoir été discriminé discriminé, c'est-à-dire qu'on vous renvoie au fait que voilà, vous n'êtes pas de ce monde-là, et en me disant plus jamais ça m'arrivera. Mais c'est presque anecdotique. C'est anecdotique, je dirais, pour moi. Et j'ai eu plutôt une expérience d'enfance et puis ensuite, pareil, de vie plutôt très, très, très heureuse, avec beaucoup de rencontres significatives pour moi. Mais j'ai fait l'expérience d'avoir ces doubles appartenances. Oui. Et donc, quand ensuite, par exemple, je suis arrivée à Bobigny et que j'ai été confrontée à ce que c'était que la banlieue parisienne, j'avais à la fois un sentiment de communauté de destin, puisque j'étais comme eux, enfant de migrants, mais que moi, j'avais une chance absolument incroyable
Alors que, me semble-t-il, ils n'avaient pas cette chance-là. Ils étaient à la fois objets de représentations négatives. On ne se donnait pas les moyens pour bien s'occuper d'eux, pour bien les soigner. On ne s'intéressait pas à ce que pensaient leurs parents. Donc j'avais un sentiment que ce dont moi j'avais bénéficié, eux n'en bénéficiaient pas. Donc du coup, un sentiment de responsabilité. C'est-à-dire... lorsque vous venez du même monde et que pour vous c'est facile et que pour les autres c'est difficile, vous vous dites non, enfin, je dois rendre ce qui m'a été donné. Hein. Et avec mes frères et sœurs souvent disent, parce que je suis l'aînée, et ils me disent souvent ah ben si tu avais décidé d'aller couper les branches des arbres, c'était le métier de mon père qui était bûcheron, nous aurions été tous bûcherons. Je pense que en tout cas, nous aurions... il fallait quand même qu'il y ait cette possibilité d'inventer des choses. Et moi, je l'ai eu. Et c'est vrai qu'après, j'ai fait ça toute ma vie professionnelle. Vous avez raison, quand je vois une difficulté avec les mères, les bébés, les parents, les ados, je me dis, bon, voilà, comment on pourrait... et sans tabou, quoi. Oui. C'est-à-dire, quand je dis sans tabou, par exemple, c'est la question du rapport à la langue maternelle. C'est totalement évident qu'il faut mettre des traducteurs, qu'il faut des médiateurs dans certains cas, des choses comme ça. Pourquoi on ne le fait pas? Alors, malgré les recommandations nationales, internationales, à l'école, à l'hôpital, on ne le fait pas. Des enfants qui sont en difficulté pour passer d'une langue à l'autre, si on mettait un traducteur comme nous, on l'a expérimenté dans des écoles du 18e pendant plusieurs années, ça fait énormément de bien à l'enfant. Et il va faire le passage dans la langue seconde et ensuite il va s'épanouir dans la langue seconde, c'est-à-dire le français. Et je crois que ce qui nous arrête, ce sont des tabous, des choses qu'on n'arrive pas à penser. Mettre un traducteur dans l'école de la République, on a l'impression que ça va faire ça va remettre en question la nature même de l'école de la République, ce qui est une folie. Considérer que les familles migrantes qui s'appuient, font des communautés pour survivre, pour avoir une vie sociale, pour ne pas être seules, pour ne pas se désespérer, que ces communautés nous menacent. Elles nous menacent d'autant plus qu'elles sont vues négativement, mais elles ne nous menacent pas. Je vous disais tout à l'heure que je suis rentrée à l'école à 6 ans parce que ma mère m'a gardée près d'elle très longtemps. Je l'ai appris en quelques jours et je le parlais mieux que mes petits camarades. C'est pas un problème d'apprendre, de passer de sa langue maternelle à la langue française. Par exemple, je dénonce régulièrement l'acharnement à vouloir que plus les enfants appartiennent des classes sociales défavorisées, plus on veut les mettre à l'école tôt. 2 ans et demi avant 3 ans, 3 ans plus tard. On les sépare brutalement de leur monde, de leur langue, de leur mère. Et je dis, mais pourquoi les autres familles, elles ont alors plus ou moins le choix. Maintenant, ça devient obligatoire pour tout le monde. Mais on peut comprendre qu'une famille de classe moyenne ou aisée décide de faire entrer son enfant un peu plus tard à l'école. Mais si c'est une maman soninké du Mali qui décide de le garder près d'elle parce que c'est comme ça qu'on fait, comme ma mère a fait, ça devient un scandale. Et comment ils ne vont pas s'intégrer? Mais ils n'ont pas besoin de s'intégrer, ils sont nés ici. Et pour eux, c'est une chance d'avoir de langues. Donc peut-être quand même que le fait d'avoir traversé des mondes, des langues... Ensuite, j'ai travaillé en plus avec Médecins sans frontières dans des tas de pays pendant une trentaine d'années. Oui. Voilà, donc j'ai vu aussi d'autres mondes. Peut-être que ça m'a donné... j'ose imaginer que ça m'a donné un petit peu plus de liberté face à des manières de faire que plus personne ne remet en question, en considérant que c'est comme ça, qu'en France, on ne peut faire que comme ça, et que si on ne fait pas comme ça, on menace notre système, alors qu'on menace rien du tout. Il y a vraiment des fausses évidences. Donc, mais je pense aussi, par exemple, que la philosophie m'a aidée à faire ça. Donc, c'est un peu toute l'histoire de la vie, quand même.
Oui, parce que c'est aussi un exercice mental. C'est un exercice c'est une intellectuel. Forme de créativité, en fait, de ne pas tourner toujours dans les mêmes circuits, mais d'avoir cette dynamique d'ouverture et de créativité. Je ne sais pas si c'est le mot, c'est le mot qui me vient, parce qu'en fait... C'est le mot qu'on utilise, créativité. On dit, on répète pas, on essaye de trouver des systèmes nouveaux, créatifs. Oui. Ça, c'est une dynamique aussi. Alors, dans ce livre, Quand ça va pas, leur famille expliquée aux enfants et aux parents, vous dites qu'aucun modèle de famille n'est meilleur qu'un autre et que c'est une donnée scientifique. Quand vous dites que c'est une donnée scientifique, c'est-à-dire qu'il y a maintenant assez d'études pour l'affirmer? Oui. Alors, effectivement, quelles sont les données? Oui. Premièrement, ce sont des données anthropologiques, sociologiques et psychologiques. Psychologiques avec certaines sont transculturelles, pas toujours, mais bon, parce qu'on a moins d'études transculturelles. Mais il y a 3 niveaux, disons, anthropologique et sociologique d'une part, et puis psychologique et psychologie transculturelle d'autre part. Alors, les données, c'est d'abord le fait que les systèmes familiaux sont multiples. Alors, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'études, mais aussi des bases de données maintenant. C'est-à-dire qu'on rentre dans des bases de données internationales, les modèles familiaux. Avant, on les dessinait à la main pour savoir comment ça marchait. Le père, la mère, les pères, plusieurs mères, le nom matrilinéaire, patrilinéaire, matrifocal. Ça, on rentrait tout ça, puis on essayait de faire des dessins qui correspondent lorsqu'on était anthropologue. Maintenant, on rentre dans un ordinateur les données, et puis l'ordinateur vous sort des schémas familiaux. Mais c'est là, je pense que l'outil nous a un peu, le numérique nous a un petit peu, en tous les cas, aidé à reconnaître la diversité des modèles familiaux. Et il y en a des milliers. Je ne sais pas si on peut dire des millions, parce que parfois, il y en a qui séparent un peu des formes et qu'on peut regrouper. Donc, vous voyez, c'est difficile de dire le nombre exact, parce qu'il y a des catégorisations. Mais en gros, vraiment, c'est infini. Et d'ailleurs, un des grands spécialistes qui est français de l'anthropologie de la famille, qui s'appelle Maurice Godelier, dit que il y a tellement de modèles familiaux différents dans le monde que la seule limite, c'est notre imagination. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qu'on n'arrive même pas à comprendre lorsqu'on n'est pas dedans, parce que c'est totalement éloigné d'une autre. Et donc, la principale, et ça, moi, je trouve que c'est important, la principale limite, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire le fait que nous, à l'intérieur de nous, on a une représentation de la famille qui même parfois est dépassée. Par exemple, on peut avoir la représentation que la famille, heureusement, c'est en train de changer, je pense, mais quand même que la famille, c'est maman, papa, les enfants. Alors que par ailleurs, on sait que... Ça change, mais difficilement quand même. Oui, mais ça change. Il y a des résistances. Il y a bien sûr des résistances. Mais parfois, même dans les familles où on est divorcé, où on a refait sa vie parfois plusieurs fois avec des messieurs, des dames différentes, et on me dit, c'est ça le modèle encore. Alors on se dit, c'est incroyable. Non, c'est pas le modèle. Vous vivez une expérience de famille, et c'est ça, je pense, une des caractéristiques, c'est qu'aujourd'hui, on fait famille, on invente des manières de faire famille. Par exemple, lorsqu'on se sépare et que les enfants restent dans l'appartement, mais que la mère et le père viennent en alternance, ce n'est pas les enfants qui circulent, qui était la chose la plus fréquente. Oui. Mais maintenant, moi j'ai vu des familles, et j'ai découvert que ça marchait bien aussi, mais les enfants restent dans l'appartement familial, et le père et la mère viennent en alternance, 1 semaine sur 2. Et après, ils rentrent dans leur maison. Donc, c'est une manière de faire famille, mais ça ressemble, c'est quand même pas le modèle initial. Donc, il y a le fait que nos familles changent, et puis il y a le fait que les familles dans le monde entier, on en découvre tous les jours des nouvelles, avec des éléments qu'on n'avait pas été capable de voir, ou même des manières, on voit qu'il y a des familles qui, dans des endroits assez éloignés du monde, on retrouve les mêmes, et on se dit, mais tiens, comment ça a pu passer? Est-ce que c'est deux choses c'est des ajustements à l'environnement? Parce qu'il y a des endroits où on s'ajuste pour faire famille. Ou est-ce que c'est une migration
qui a envoyé à tel endroit des familles matrilinéaires, par exemple. Bon, ça, on ne sait pas toujours. Oui. Mais donc, les données sont formelles. Il y a une diversité incroyable. Et rien n'est évident dans cette anthropologie de la famille. C'est-à-dire, non, c'est pas vrai, une mère, on n'en a pas qu'une. Non, la biologie n'est pas la seule référence. Oui, les enfants circulent beaucoup. Et les femmes sont centrales dans un système, dans beaucoup de systèmes familiaux. Pas seulement les hommes, où on a souvent dit que les systèmes matrilinéaires étaient secondaires, c'est pas vrai. Il n'y a pas qu'un système matrilinéaire au sens vrai, ça peut être aussi matrifocal, c'est-à-dire que c'est la femme et l'enfant qui sont fixes et les maris qu'on appelle les maris visiteurs, c'est-à-dire que les maris ils viennent. Ils passent un temps avec les femmes, ils ont des enfants, mais donc du coup la famille elle est constituée par des enfants de pères différents. Donc la biologie, le social, les parentés spirituelles, tout ça, ça va venir complexifier les modèles. Donc premièrement, une diversité mais absolument incroyable, et malgré les outils numériques à notre disposition, on en découvre tous les jours, donc c'est vraiment important. Cette diversité, parce que déjà ça relativise un petit peu quand on voit qu'effectivement on peut se battre pour un modèle familial en France qui n'existe plus beaucoup en France. On peut se battre et ça veut dire quoi? Qu'on ignore que le monde entier, en France et dans le monde, il y en a plein d'autres. Donc ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est est-ce qu'il y en aurait un qui est meilleur que l'autre? Deuxième question qu'on peut se poser. Là aussi, on peut interroger la bibliographie. Et là, les études, elles ont commencé dans les années 50. Ce que j'allais dire, c'est une question qu'on se pose naturellement, si j'ose dire. C'est-à-dire, est-ce que éventuellement, il y aurait des manières qui sont plus protectrices pour les enfants, des manières de faire famille? Et donc, les questions se sont posées autour des couples homosexuels, par exemple, ou de l'adoption internationale. Alors, dans les années 50, aux États-Unis, les premiers, c'était plutôt dans les couples de 50-60, fin des années 50, début des années 60, autour des manières des enfants qui vivaient dans des familles dont les deux parents, une homoparentalité. Et avec des études longues, parce que c'est toute la vie de l'enfant, on les a suivis, après devenus adultes, eux-mêmes ayant des enfants, etc. Et vraiment, bon, il n'y a pas que, parce qu'après, il y a eu d'autres modèles familiaux. Et là, vraiment, on peut ne pas être d'accord, mais la littérature, elle est incontestable. Rien ne peut nous faire penser qu'il y aurait un modèle qui serait pas bon pour les enfants. Il y a des choses qui sont pas bonnes pour les enfants, il y a beaucoup de choses, mais qu'on peut retrouver dans tous les modèles familiaux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, par exemple, l'entente entre les 2 ou 3 ou 4 qui constituent, qui ont une fonction parentale, puisque des fois elle est faite par plusieurs personnes, ou même parfois par plusieurs générations. Donc, s'il y a des conflits entre eux, ou s'il y a des conflits sur la manière d'élever les enfants, ça, par exemple, ça fait du mal aux enfants, toujours. Mais par contre, si le système il est multiple à un endroit, unique à un autre, des hommes seulement ou des femmes seulement ou des hommes et des femmes, tout ça, on ne trouve aucune différence. Alors, il y a quelques éléments qui doivent nous attirer notre attention, comme par exemple le fait que si on grandit dans des familles dont les systèmes familiaux sont minoritaires, il n'y a pas de problème particulier, on peut être tout à fait bien et heureux dans ces familles. Mais par contre, ce qui peut se passer, c'est que les enfants peuvent être encombrés un peu par le fait qu'on les désigne comme appartenant à des familles minoritaires. C'est le regard des autres. Le regard des autres. Problématique. Qui peut être, surtout à certains âges, c'est les âges de la latence. C'est-à-dire, on va dire entre 6 et 10 ans, ils n'aiment pas les enfants. Ils peuvent inventer des choses. Pareil, s'ils sont adoptés, ils peuvent dire, ils peuvent demander à leurs parents de rester loin pour qu'on ne voit pas qu'ils n'ont pas la même couleur de peau qu'eux. Bon, il se passe des choses comme ça, mais c'est d'abord limité à une période de la vie.
En général, ça ne dure pas beaucoup plus. Après, à l'adolescence, en général, ils sont contents, les ados, d'avoir des systèmes bien à eux. Et les petits, ça ne compte pas pour eux, quoi. Le fait qu'on leur dise des choses, où est ton papa, ou tu n'as pas de papa, ou tu n'as pas de vrai papa, tout ça, bon, ça n'a pas une importance. Mais entre 6 et 10 ans, il faut le dire, ça peut avoir une importance. Donc, voilà, c'est toujours plus difficile d'être dans des minorités. Mais encore une fois, souvent, c'est le regard des autres. Mais décemment, il n'y a pas de discussion possible, ni sur l'identité, ni sur l'identité sexuelle, parce qu'on a parfois dit des bêtises là-dessus, ni sur le sentiment de bonheur et tout ça. On peut même parfois trouver dans certaines minorités de famille, des enfants qui se disent particulièrement heureux parce qu'ils se sentent particulièrement choyés, quoi, voulus par leurs parents, parce que comme ça ne va pas de soi, par rapport au modèle, en tous les cas, biologique, c'est des enfants qui, au contraire, peuvent avoir parfois cette idée que je suis particulièrement chanceux, quoi. Enfin, on m'a vraiment voulu, on m'a voulu même si ce n'était pas bien pour l'extérieur. Donc, il y a parfois des critères comme ça qui sont même un peu... Mais globalement, voilà, et en tenant compte, y compris de la notion de discrimination, on ne trouve pas de différence. Oui, c'est ça. C'est vrai que moi, quand on a eu des manifestations en France à une époque, là, par rapport à des perspectives de famille homoparentale, même s'il y en avait déjà, mais où on entendait que la société allait s'effondrer. Et c'est vrai que je connaissais des études qui avaient lieu justement en Californie, au Québec aussi. Au Québec, c'est les grands. Québec, ils avaient beaucoup d'avance aussi. Oui, Californie et d'abord. Je me disais, mais comment ça se fait que dans les médias, on n'entend pas plus que, voilà, il y a déjà des données, il y a déjà des études depuis des décennies, au moment où on a eu tout Bien ça. sûr. Qui attestent que non, ça existe déjà ailleurs. Les sociétés ne sont pas effondrées. On n'est pas dans... C'est pas... Mais là, alors la question que vous posez, c'est-à-dire pourquoi les données de la science n'agissent pas plus sur les représentations collectives, parce que l'exemple que vous donnez est juste. Les études, elles existent toujours. Sur la question de la langue, les études, elles existent toujours. L'importance de la langue maternelle et du fait que non seulement ça fait pas de mal, mais ça fait du bien aux enfants. Mais pourquoi ça rentre pas à l'école ? Mais pourquoi ça rentre pas dans la société ? On pourrait prendre la même chose sur le racisme. Pourquoi tout le monde sait qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les races ? Et alors pourquoi il y a toujours du racisme ? Vous voyez, c'est là où il faut se battre, mais moi, parfois, et Dieu sait que je suis un naturel optimiste, mais des fois, je me dis, comment c'est possible que des lieux comme l'école ou l'hôpital puissent être aussi fermés à la science, quoi, quand même. Parce que les enseignants, en tant que tels, c'est des gens très cultivés, c'est des gens qui savent. Et alors pourquoi là, c'est pas un niveau de personne pareil à l'hôpital, c'est des choses institutionnelles. Et c'est vrai que l'institutionnel, c'est comme si quand on rentre à l'école, on rentre dans un autre monde avec ses logiques. Pareil à l'hôpital. Mais bon, donc là, il y a voilà, d'où l'importance de continuer à dire, à faire. Des modèles de famille, vous le dites, il y en a plein dans le monde, mais aussi, ce qui m'a plus surpris, c'est qu'il y en a aussi beaucoup dans l'histoire, même en France, des modèles différents. Est-ce que vous expliquez qu'au Moyen-Âge, on autorise les fiançailles à partir de 7 ans et le mariage dès 12 ans en France. Ah oui, bien sûr. Donc notre modèle de famille aujourd'hui, considéré comme vraiment la référence devant l'éternité, c'est pas ça. Ah non, bien sûr, il y a la géographie sur laquelle j'insiste souvent, mais il y a aussi l'histoire. Et c'est pour ça que dans le livre, nous avions mis ces quelques références sur le Moyen-Âge. Mais je crois aussi que nous avons mis un autre exemple, c'est de l'histoire. C'est que
jusqu'au XIXe siècle, dans certaines familles nobles, les enfants étaient élevés par les nourrices à la campagne. Oui, vous en parlez dans le livre on aussi. en parle dans le livre. Oui. Et voilà, parce que... Et les enfants ne voyaient pas beaucoup leurs parents. Ah ben non, les parents ne voyaient pas beaucoup leurs enfants et vice-versa. Alors l'âge, c'était différent. Il fallait définir à quel âge. C'était un peu différent selon les garçons, selon les filles, selon les familles aussi. Oui. Mais c'est incroyable d'envoyer ses enfants à la campagne pour être nourris. Donc on payait les nourrices qui avaient plusieurs bébés au sein. Et donc, c'est étonnant. Oui. C'est étonnant. Mais c'est ça, les besoins des enfants, ce n'est pas du tout des notions universelles et statiques. C'est-à-dire que ça bouge énormément en fonction du temps, de la société. Et donc, les besoins des enfants, en réalité... c'est toujours ce que les adultes sont capables de faire. Et ce n'est pas seulement ce dont les enfants ont vraiment besoin. Et moi, je trouve que c'est plutôt... Mais même aujourd'hui, par exemple, un exemple qui m'amuse, mais qui m'attriste aussi un petit peu. Les bébés dans les crèches, on les fait manger toujours très, très tôt. Parfois vers 11h du matin. Or, on sait, la science, c'est pas de l'histoire, mais... Oui. C'est de la puéricule. On sait que les enfants, les petits-enfants, disons, en dessous de 3 ans, ils ont des rythmes qui ne sont pas les mêmes que les adultes et qu'ils ont souvent... ils ont besoin d'un certain temps avant d'avoir faim, d'une certaine façon, le matin, quoi. Entre le réveil et... Ils ont besoin d'une activité pour pouvoir ensuite avoir faim. Et donc... les lever tôt et leur donner à manger tôt, parce que c'est ce qu'on fait, c'est une ineptie d'un point de vue des rythmes des bébés. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que pour les adultes, l'organisation est plus simple. Parce qu'on donne à manger aux enfants, on les couche, et puis après, on va manger nous-mêmes et tout ça. Et donc... voilà, est-ce que c'est les besoins des enfants de manger de l'eau ? Non, mais c'est les besoins, c'est ce que les adultes peuvent faire pour satisfaire leurs besoins. On pourrait dire la même chose sur les adolescents qui ont un retard de phase par rapport aux adultes, c'est-à-dire qu'eux, ils ont beaucoup de mal à se lever le matin et ils sont frais plutôt en fin de matinée, ils sont alertes. Or, nous, on les fait lever très tôt et on veut qu'ils soient opérationnels à 8h du matin. Et ça ne correspond pas bien à leur fonctionnement. Pourtant, c'est ce qu'on fait. Et il n'y a rien qui fait bouger ça. Et alors, au travers des différentes rubriques de votre livre, on parcourt donc la famille dite traditionnelle, entre guillemets, la famille recomposée, la famille homoparentale, la famille monoparentale, la famille élargie et les enfants confiés. Vous employez souvent l'expression « faire famille » qui semble plus importante que les étiquettes ou les modèles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Qu'est-ce qui est important en fait pour que ça se passe bien ? Oui. C'est vrai que je dis souvent faire famille, mais je ne dirais pas que c'est plus important que les modèles. Parce que les modèles, ils ont leur importance, à condition qu'on prenne en compte la notion de multiplicité des modèles. Voilà. Mais sinon, ça me semble important parce que ça donne une logique, une cohérence à ce que les enfants vivent, à l'organisation de la vie au quotidien. Et c'est important pour les enfants. Ils anticipent aussi comment ça va se passer. En termes de référence, pour qu'ils aient des références. Voilà, qui a l'autorité, qui va me consoler. Tout ça, c'est organisé dans les familles, en fait. Et donc, c'est quand même important, le modèle, parce que le modèle, il donne le cadre. Des fois, on dit le métacadre, c'est un peu précieux, mais ça donne un peu le contenant. Là, dans les poupées russes, c'est la grosse poupée, quoi. D'accord. Et puis, sauf qu'à l'intérieur, il y a effectivement, et je pense que ça, c'est une caractéristique de nos sociétés occidentales, une grande variété. C'est-à-dire qu'on peut inventer des manières d'être ensemble. On peut trouver... je prenais l'exemple tout à l'heure de laisser les enfants au même endroit et puis aller venir. Ça, c'est une manière elle n'est pas, j'allais dire, elle n'est pas officielle, mais il y a des familles qui en discutant,
vont trouver que c'est finalement la meilleure façon de faire pour laisser les enfants en sécurité, dans un endroit qu'ils connaissent, familier, etc. Il y a régulièrement, à la Maison de Solène où j'accueille les adolescents, les familles me racontent des modalités d'organisation familiale. Pendant le Covid, j'ai trouvé très intéressant la manière dont les familles discutaient pour savoir qui on confinait ensemble. Ah oui. Ah bah oui, quand il y a plusieurs modalités familiales, eh bien qui sait, est-ce qu'on, par exemple, j'ai vu une famille, ils ont décidé de confiner parce que donc il y avait 4 adultes. Puisque c'était recomposé, et des enfants, il y avait des grands et des petits. Oui. C'est-à-dire du premier mariage non, c'était pas que c'était un peu plus croisé que ça. Mais oui, parce que chacun avait des enfants de son côté, ils se sont mis ensemble, ils ont eu des enfants. Voilà. Et donc après, ils se sont demandé comment ils allaient confiner. C'était important parce qu'on savait pas combien de temps on allait confiner. Puis il y avait la question de l'école et tout ça. Et ils ont trouvé une manière. Ils ont confiné par classe d'âge. C'est-à-dire, c'était pas par de qui tu es le père, qui est ton père, qui est ta mère. Ils ne sont pas confinés comme ça. En plus, il y avait eu des séparations. Mais ils se sont mis d'accord, les adultes se sont mis d'accord pour se confiner et être avec des enfants de la même classe d'âge. Ce qui fait que les nouveaux couples n'étaient pas forcément ensemble. Mais ils avaient décidé de faire comme ça parce que ça avait une cohérence pour eux. Et donc ça, c'était transitoire. Ils ont fait famille pendant finalement 1 an et demi. Oui. Parfois, ça dure plus longtemps. Mais faire famille, parce que c'est-à-dire, au fond, comment on va trouver une manière de répondre aux besoins des enfants, de répondre aux besoins des adultes, et finalement d'être le plus heureux possible, malgré les difficultés, malgré les questions, malgré les conflits qu'il y a pu y avoir entre adultes, ou parfois des enfants qui ne s'entendent pas non plus entre eux. Donc, ils trouvent des manières de faire. Et c'est ça que j'appelle faire famille, c'est-à-dire, au fond, c'est quelque chose d'un peu actif, où on va s'organiser pour avoir ces liens dont on sait aujourd'hui qui sont importants. J'avais mis dans mon introduction, c'est d'ailleurs famille, je vous aime, parce que moi je trouve que famille, je vous hais, c'est pas du tout adapté à l'état d'esprit d'aujourd'hui où on cherche, bien sûr il peut y avoir des conflits, mais on cherche quand même à faire famille, c'est-à-dire à être ensemble et au fond à alléger un peu son fardeau et ses difficultés et ses responsabilités par rapport aux enfants. Et vous dites que les parents ont plus des fonctions que des rôles. Oui. Ça peut sembler une nuance, mais c'est fondamental de distinguer les deux. Oui, je trouve, parce que la fonction, c'est-à-dire ce qui va primer, c'est la fonction. Si j'assure une fonction protectrice, si j'assure une fonction organisatrice, etc., c'est ça qui prime, plus que le rôle de papa ou de maman, sachant qu'en plus, il y a plus de fluidité. Les papas peuvent être associés beaucoup plus, par exemple, à la vie des petits. Donc, on va assurer une fonction et on va se la partager d'une certaine façon. En plus ou moins, on sait que la répartition entre les hommes et les femmes des travaux ou des fonctions à l'intérieur de la maison n'est pas toujours simple. Mais au fond, ce qui compte, c'est des papas peuvent avoir une fonction un peu maternelle et des mamans des fonctions un peu paternelles. C'est ça. C'est pour ça que je préfère dire la fonction, qui peut d'ailleurs être limitée aussi et variée dans le temps, que le rôle de père ou de mère, par exemple. D'accord. Et puisque vous avez peut-être plus que d'autres une vue d'ensemble, quelle est la situation, selon vous, de la France par rapport à d'autres pays sur la conception de la famille ? Alors, d'abord, je pense qu'en France, la famille, c'est un objet sacré, quoi. C'est un objet de polémique, mais c'est d'abord un objet, je dis sacré au sens laïque du terme, mais sacré au sens de on en discute, on peut se battre pour ça, mais au fond, on a une préoccupation. Donc, peut-être que ce qu'il y a de spécifique pour la France, effectivement, par rapport au monde, y compris au monde anglo-saxon, ça serait que, je dirais, la famille, c'est comme la cuisine pour les Français, c'est quelque chose qui est aussi un objet de discussion et un objet de pensée.
Ce n'est pas qu'un objet pragmatique. Les anglo-saxons, ils peuvent faire plus pragmatique, ou même en Afrique, lorsqu'on organise autour de plusieurs femmes, par exemple. C'est pragmatique, c'est-à-dire qu'on va se demander quels sont les lieux, comment on va faire pour que les deux femmes soient traitées pareil et les enfants pareil, etc. On n'y arrive pas toujours, mais on se pose cette question-là. Et je trouve, pareil chez les anglo-saxons, dans certains modèles que je vois. Et en France, je trouve que c'est plus que ça. C'est philosophique. C'est un objet de pensée. Et d'où aussi l'importance de faire ce livre pour les enfants et leurs parents, et tous les professionnels qui s'occupent d'eux d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a mis. C'est parce que très tôt, les enfants posent des questions sur la famille, mais ils ne savent pas à qui la poser. Parce qu'ils comprennent très tôt que s'ils posent des questions directement à leurs parents, peut-être ils vont les mettre en difficulté. Peut-être leurs parents, ils ne sauront pas répondre. Pourquoi moi, je suis noire, toi, tu es blanc, et pourquoi là ? Et pourquoi ? Comme si on remettait en question. Non, on veut juste comprendre pourquoi moi, j'ai fait le chemin. Les enfants, ils veulent comprendre, ils veulent qu'on leur raconte une histoire. Ils veulent qu'on réponde à leurs questions avec sincérité. Et parfois, les parents se sentent un petit peu culpabilisés, ce qui n'a aucun lieu d'être. Ou alors, ils ont le sentiment justement que leurs enfants pourraient être discriminés du fait de ces manières. Là aussi, il n'y a aucune raison, mais au contraire, il vaut mieux l'assumer tranquillement, ça marchera mieux. Mais donc, c'est tout ça qui a fait que ce livre... Est-ce qu'il y a des effets négatifs, puisque vous avez vu depuis assez longtemps, depuis des années, passer beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, est-ce qu'il y a des effets négatifs à ne pas considérer, à ne pas accepter qu'il y a plusieurs modèles de famille et qu'aucun modèle n'est meilleur qu'un autre ? Oui, il y a des effets négatifs à ne pas accepter la diversité des familles, parce que ça augmente la stigmatisation des enfants, ça culpabilise les parents, tout ça n'ayant pas lieu d'être. C'est faux, puisque ça n'entraîne pas de difficultés particulières pour les enfants. Et puis, moi, je crois qu'en matière de famille, il faut être sincère, c'est-à-dire qu'il faut assumer la famille telle qu'elle est. Elle a en général en tiré le meilleur parti, et cette fluidité, tout ça des familles, c'est une chance, c'est même une grande opportunité souvent pour les enfants. Donc il faut l'accepter. Il faut accepter cette créativité actuelle des familles. Très bien, voilà une conclusion positive. J'aurais aimé qu'on parle de Médecins sans frontières et de ça sera pour une autre vie, on en fera un autre. Oui. De toute façon, c'est un sujet totalement différent. Marie-Rose Moreau, un grand merci. On aurait pu parler avec vous encore des heures, tellement c'est passionnant, tellement tout ce que vous faites est intéressant. En tout cas, j'espère qu'on aura pu déjà partager un petit peu de toute votre activité. Je vais renvoyer vers les sites de la revue L'Autre, de votre site aussi. Et voilà, je vous remercie du temps que vous nous avez accordé au milieu de cet emploi du temps très chargé. Merci beaucoup. Je vais rappeler dans la description du podcast le lien pour aller acheter ce très beau livre, très belles illustrations. Et merci. Voilà, bonne continuation. Merci beaucoup, et je continuerai volontiers ce voyage avec vous à d'autres occasions. Merci. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.